Je suis Laurence Traîne, je suis sortie d'Alfort en 2003 et je suis depuis 2006 véto libérale. D'abord plusieurs années dans un cabinet mixte et puis désormais depuis 7 ans seule associée dans une petite clinique familiale qui canine, nac, un peu de faune sauvage à Lons-le-Saunier dans le Jura. Voilà. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, je représente le CVF, qui est le collectif vétérinaire féministe. Et je vais déjà commencer par vous parler du collectif euh, pendant quelques petites minutes. Le collectif vétérinaire féministe, c'est un projet né de plusieurs dizaines de consoeurs qui sont groupés progressivement au fil des ans de manière informelle, d'abord sur un groupe Facebook et puis qui ensuite ont décidé de se donner une identité visible et identifiable pour porter la voix féministe au sein de la profession. Parce que le microcosme vétérinaire n'est pas exempt de discrimination envers les femmes. Donc on est présente sur Facebook par la page du collectif et le groupe de membres. On est aussi présente sur Instagram et puis sur Twitter. Vous voyez, les tweeteuses du collectif ne sont pas dépourvues d'humour quand on voit la petite citation en bio pour le collectif. Le CVF, c'est aussi Paye ta chatte. Alors dans la lignée de MeToo, on a eu des comptes sur les réseaux sociaux qui sont créés, Paye ta schneck, Paye ta robe, etc. Où c'était en fait des comptes qui visaient à témoigner, relayer les propos sexistes, les agressions sexuelles et plus dans les différents domaines, dans les différentes professions. Et donc Paye ta chatte a été fait ça pour a été créé pour la profession vétérinaire. Je vous ai mis un petit exemple des témoignages qui ont pu être reçus et publiés, aussi bien donc de propos à destination des vétérinaires, des auxiliaires, de la part de collègues de travail ou de clients. Et donc Paye ta chatte est aussi présente donc sur Facebook, sur Instagram. Il ne faut pas hésiter à les contacter si jamais vous souhaitez témoigner. Donc le collectif, il a pour but à la fois de féliciter des comportements qui vont promouvoir l'égalité femmes-hommes et dénoncer aussi des propos, des attitudes sexistes ou des choses qui invisibilisent en fait les femmes vétérinaires. Et par exemple, actuellement, on a une pétition pour féminiser le titre de docteur, de rajouter un docteur à minima pour celles qui en font la demande. Donc, vous pouvez retrouver le lien vers la pétition sur la page du collectif. Voilà un petit peu pour la présentation du collectif. Et pour toutes celles et ceux qui ont envie d'en faire partie, vous êtes les bienvenus. Alors, l'écoféminisme, c'est quoi? Eh bien, justement, on rentre dans le vif du sujet, et comme Lucille en parlait tout à l'heure, on va parler de Françoise d'Aubonne, qui en 1974 a fait cette citation d'elle, c'est l'écoféminisme, c'est explorer la nature des connexions entre les dominations injustifiées sur les femmes et la nature. C'est-à-dire voir que le patriarcat et le capitalisme écocide, qui détruit l'environnement, oppressent les femmes et la nature de la même façon. Alors en fait, c'est un mouvement de pensée, plus qu'un courant pratique. Il ne s'agit pas forcément d'apporter des solutions à la crise environnementale en tant que telle, mais plutôt de repenser en fait comment les problèmes du monde sont liés et comment les femmes ont un rôle à y jouer. Alors on va faire un petit point d'histoire, parce que déjà moi j'aime beaucoup ça. Et puis je trouve qu'en fait ça fait une mise en perspective qui est super intéressante pour comprendre ce qui se passe dans le présent, en se replongeant un petit peu dans le passé. Donc effectivement, on va commencer avec Françoise d'Aubonne parce qu'en 1974, elle était une des premières à parler. Alors, plus que de l'écoféminisme à l'époque, on parlait d'un féminisme écologique. Et ça attirait l'attention en fait sur le potentiel des femmes à mener une révolution écologique, à ce que les femmes se réapproprient leur corps et reprennent en main la démographie. Parce que dans les années 70, il y avait ce début de prise de conscience que la surpopulation menait la planète à sa fin. Et donc c'est bien dans les années 70-80 que l'écoféminisme va se développer. Alors déjà en Inde, avec le mouvement Chipko et donc Vandana Shiva, dont Lucille parlait tout à l'heure aussi, qui luttait contre la déforestation.
Et donc, on voit ici sur la photo que je vous ai mise, les femmes qui entourent les arbres pour les protéger de la déforestation. Puis j'ai trouvé un petit échange que je trouvais assez joli. Il y avait, à l'époque, un forestier disait: savez-vous ce que contiennent les forêts? Du profit, de la résine et du bois. Et les femmes, les activistes, ont répondu: que contiennent les forêts? Le sol, l'eau et l'air pur. Elles contiennent la terre et tout ce qu'elles portent. Et je trouvais ça très beau. Une belle image de l'écoféminisme. Et donc, dans le même temps, dans les pays anglo-saxons, on a une convergence en fait entre les luttes féministes, pacifiques et écologiques. Alors, par exemple, j'ai pris un exemple aux États-Unis, avec suite à l'accident nucléaire de Three Mile Island en Pennsylvanie, on a eu le développement du mouvement Women and Life on Earth, et avec des manifestations notamment autour du Pentagone de femmes. Et ces manifestations, elles ont été le point de départ de formes de protestation beaucoup plus inventives, hein, et c'est ça qui est vraiment une caractéristique de l'écoféminisme. Il ne s'agissait pas juste de manifester, mais de se réapproprier des savoir-faire féminins et de les valoriser. Il y a eu par exemple des rituels de sorcières, des tricots géants, c'est ce qu'on voit sur l'image ici, des poupées de carnaval, des femmes qui pleuraient, qui dansaient. Et donc en fait, il s'agissait de transformer ce qui était perçu comme du féminin dévalorisé, le tricot, la danse, les pleurs, la couture, et de les transformer en un puissant outil politique et créatif. Donc ça, voilà ce qui se passait un petit peu dans les pays anglo-saxons. Et puis, en France, qu'est-ce qui se passe? Et dans le même temps, en France, l'écoféminisme ne prend pas tellement. Là, je vous ai mis une citation: les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. C'est un slogan qui date de 1971 lors de la première marche des femmes pour l'abolition des lois pour l'abolition des lois sur l'avortement, pour la contraception libre et gratuite. Et en fait, à cette époque en France, il s'agissait pour les féministes de s'extraire du modèle de la maternité, du soin, de la nature, avec comme femme féministe de proue, on avait Elisabeth Badinter, Benoît Groult. En fait, pour les féministes de l'époque, il fallait rejeter la nature. C'était la nature qui était source d'oppression. Voilà, sortir de sa cuisine, sortir de la maternité, ne pas allaiter, c'était un moyen finalement d'émancipation des femmes. C'est-à-dire, il fallait adopter en fait un modèle androcentré, il fallait masculiniser les femmes pouvaient faire comme un homme et il fallait être comme les hommes et se débarrasser finalement de ce qui était connoté féminin. Donc en fait, à l'époque, en France, parler écoféminisme, c'était un peu comme retourner dans une condition dont les femmes tentaient de s'extirper. Pour autant, en France, l'écoféminisme, il est revenu sur le devant de la scène il y a quelques années, et en France et dans le monde, hein. Donc je ne vais pas vous présenter Greta Thunberg. Elle a une citation que je trouve intéressante, où elle dit: plus je lis sur le climat, plus je réalise à quel point le féminisme est crucial. C'est-à-dire que là, on voit un petit peu cette progression entre une sensibilité écologique qui finalement, au fur et à mesure où elle se développe, évolue avec une sensibilité féministe. Et puis en France, on a quand même une figure de l'écoféminisme actuel importante avec Sandrine Rousseau. Et j'ai pris une de ses citations que je trouve aussi intéressante: le triptyque qui fonde notre monde actuellement, prendre, utiliser, jeter. On fait ça pour la nature, mais aussi finalement pour le corps des femmes et plein d'autres personnes dans la société précaire et vulnérable. Donc tout à l'heure, je vous parlais du féminisme dans les années 70 où il s'agissait de rejeter la nature comme source d'asservissement. Et ici, en fait, l'écoféminisme, il dit que le problème, c'est pas la nature, mais c'est le processus d'infériorisation qui a été mis en place avec le patriarcat. Alors, on va encore faire un petit saut dans l'histoire et on va remonter encore plus loin pour comprendre un peu les liens entre l'oppression de la nature et l'oppression des femmes. Et on remonte vraiment loin puisqu'on est dans l'Antiquité avec Aristote. Donc là, on voit cette citation que j'ai mise: les plantes existent pour le bien des animaux et les bêtes sauvages pour le bien de l'homme. Comme la nature ne fait jamais inutilement ou en vain, il est indéniablement vrai qu'elle a fait les animaux pour le bien de l'homme. En fait, ce que dit Aristote, c'est qu'il est normal, naturel, juste et légitime que l'humain domine les animaux, que les maîtres dominent les esclaves, que les hommes dominent les femmes, parce qu'en fait, tous les seconds, là, les animaux, les esclaves, les femmes, ils sont privés de rationalité, c'est les hommes qui ont la raison, donc c'est eux qui dominent. Ça, voilà un petit peu pour déjà les prémices dans l'Antiquité.
Et puis, en fait, il y a une espèce d'apogée au moment de la Renaissance, enfin vraiment un tournant au niveau de la Renaissance, hein, c'est-à-dire au XVIIe siècle, où on a une concordance entre la chasse aux sorcières. Et donc, j'ai choisi cette illustration-là. Et elle est assez symbolique parce qu'en fait, sur cette sorcière qui brûle sur le bûcher, euh, elle est dénudée. En fait, c'est vraiment le symbole de la femme qui est brûlée. Encore plus que la sorcière, c'est vraiment sur le côté féminin qu'on met sur le bûcher. Et donc, à la Renaissance, on a une concordance donc, entre la chasse aux sorcières, la dépossession des savoirs gynécologiques et obstétricaux qui sont détenus à ce moment-là par les femmes, l'apparition du délit d'avortement, développement de la colonisation, de l'esclavage et finalement le développement progressif de l'industrie capitaliste. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on passe franchement d'une vision sacralisée de la Terre qui existait avant. Hein, la Terre était considérée comme une mère nourricière. Et on passe à une vision plus négative de la nature en même temps que se développe la technicité. Euh, L'homme, en développant la technicité, il exploite la Terre, il la soumet, et en même temps, il soumet tout le reste. Et donc, on voit bien que c'est le même mouvement qui a engendré sexisme, racisme et destruction du vivant. Alors, du coup, comment penser finalement écologie, féminisme, quelle relation on a entre les deux? Euh, alors, on peut dire qu'on a des relations d'analogie, un peu comme dans les slogans qu'on voit sur les collages féministes, hein, ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête, l'homme ne possède ni les femmes ni la terre. C'est un peu comme si finalement on avait deux réflexions, deux luttes qui évoluaient parallèlement. Ça, c'est un peu l'analogie. Puis après, on peut essayer de voir ça en fait sous un lien de causalité. Alors en fait, quand je parle d'analogie, de causalité, tout ça, c'est pas forcément des dogmes, hein, c'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. C'est juste une façon de regarder un même problème de façon différente, mais il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre en fait. Alors, on peut se dire que le patriarcat est à l'origine d'un fonctionnement psychologique des individus et puis d'un fonctionnement de la société qui va habituer en fait à dominer les êtres plus vulnérables. Les maîtres dominent les esclaves, les hommes dominent les femmes, on peut même dire que les parents dominent les enfants, et les humains finalement, ils dominent la nature. Bon, je vous ai pris un exemple assez soft d'illustration de la nature dominée avec des jardins à la française, on a pire. Hein. Donc finalement, c'est comment apprendre à dominer les autres nous a appris à dominer la nature. Mais on peut voir aussi les choses du phénomène inverse. C'est-à-dire de la même façon qu'on nous a appris à dominer la nature pour être humain, parce que finalement, l'homme s'élève vraiment au-dessus de tout le reste, au-dessus des animaux, au-dessus de la nature. Il considère que ce qui fait de lui un humain, c'est d'avoir éliminé tout ce qui est naturel en lui, notre animalité, d'avoir maîtrisé la santé, la mort, voilà. Et donc de cette même façon que l'humain a maîtrisé la nature, et ben, il va dominer les femmes et le féminin, parce que le féminin, les femmes, c'est souvent associé justement à la nature. On parlait tout à l'heure de terre nourricière, c'est les femmes qui font les enfants, qui portent la vie, donc elles ont vraiment gardé cette naturalité. Voilà. Donc ça, on peut avoir donc le lien de causalité inverse, hein, c'est-à-dire que d'apprendre à dominer notre propre naturalité nous a appris à dominer le reste. Voilà un petit peu pour la façon dont on peut appréhender écologie et féminisme. Et alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples en fait des liens qu'on peut avoir entre les femmes et les problèmes climatiques actuels, et entre le fait d'être une femme et les enjeux climatiques. Alors, premier exemple évident et dont il faut parler, c'est les femmes face aux enjeux climatiques, elles sont vraiment plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Selon l'ONU, en cas de catastrophe climatique, les femmes ont 14 fois plus de risques de mourir parce qu'elles sont plus pauvres ou parce qu'elles peuvent moins fuir en restant par exemple à la maison pour s'occuper des enfants qui ne vont pas forcément pouvoir parcourir des kilomètres ou s'occuper des anciens. Et aussi parce qu'on peut prendre l'exemple d'Ebola, comme ce sont les femmes qui s'occupent essentiellement des soins du care, et ben, dans ces cas-là, en cas d'épidémie mortelle, les femmes, elles sont en première ligne. Et donc, les femmes ont payé un lourd tribut à Ebola. Euh, donc, par exemple, en cas de catastrophe climatique, quand elles survivent et qu'elles sont déplacées, 20% des femmes vont subir des violences sexuelles.
Donc voilà le premier enjeu pour les femmes au niveau climatique, quoi. Après, bon, je vous ai pris des exemples un peu plus légers, hein. Aujourd'hui, ce sont les femmes dans le monde qui vont constituer l'écrasante majorité des personnes qui vont adopter des régimes végétariens, végétaliens ou véganes. Alors, je vous ai mis l'exemple d'un petit barbecue vegan, hein, parce qu'en ce moment, on a beaucoup entendu parler du barbecue et de la viande, et c'était l'occasion de vous mettre, de faire un petit clin d'œil aux polémiques qu'il y a eu. Euh, Après, je ne vais pas rentrer tellement dans le débat sur les émissions, hein, des gaz à effet de serre, de la viande, de l'élevage, etc. Parce que bon, il y a eu beaucoup de choses entendues sur les médias, mais je pense que globalement, il y a quand même on peut être dans le consensus que d'aller voir une alimentation moins carnée, c'est quand même diminuer les gaz à effet de serre, parce que même s'il y a des formes d'élevage qui sont assez vertueuses, hein, l'immense majorité tout de même de la viande produite dans le monde aujourd'hui est issue d'un élevage industriel. Et on prend l'exemple en France, aujourd'hui si on mange du porc, on sait que le porc va venir essentiellement d'un élevage industriel. Et du coup, je pense qu'au niveau veto, ça doit nous questionner plus que les autres, parce que bon, on a quand même eu dans nos études, ou si on a une pratique mixte, on est quand même en étroite collaboration avec des éleveurs, et je pense que c'est un sujet qui va nous questionner plus que les autres, quoi. Euh, Autre relation finalement entre les problèmes climatiques et les femmes, hein, en fait, il y a beaucoup de comportements virils qui vont être associés à des prédations de ressources. J'ai mis une illustration d'un homme blanc qui arrose sa pelouse alors que l'immense majorité de la planète va être desséchée, avec des femmes qui vont chercher de l'eau. Bon, c'est une image un peu soft de comportement viril, mais bon, je vous ai mis aller Jean-Michel beau gosse. Là, c'est l'exemple type de la virilité, mais c'est des représentations mentales, hein, qu'on a, qu'un homme viril avec sa moto, etc. Voilà, cette virilité, c'est quand même une plus grande prédation des ressources, conduire une grosse voiture, manger plus de viande, avoir une belle carrière qui va exploiter de la main-d'œuvre et des ressources naturelles. Voilà. Autre relation entre l'écologie et les femmes, la conscience écologique, elle va accroître la charge mentale des femmes. Je vous ai mis cet exemple des BD d'Emma, je vous en reparlerai un petit peu à la fin d'Emma. Euh, Finalement, quand on fait attention à ce qu'on achète, si vous êtes déjà posé la question d'essayer de faire quelque chose dans votre vie quotidienne, d'être plus dans le zéro déchet, de cuisiner des produits frais et bruts plutôt que d'acheter des aliments tout prêts sous plastique, forcément tout ça, ça va accroître votre charge mentale. Il faut penser à partir avec les sacs, les boîtes, etc. Donc ça accroît la charge mentale. Et quand on sait que toutes ces tâches-là, elles sont majoritairement, d'un point de vue sociologique et statistique, des activités essentiellement réalisées par les femmes, ça augmente la charge mentale des femmes. Alors du coup, on fait quoi avec tout ça? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Est-ce qu'on devient les patronnes du CAC 40? C'est vrai, on nous vend des places au conseil d'administration des entreprises du CAC 40, avoir des responsabilités, faire exploser le plafond de verre. Euh, En fait, ça, c'est quand même permettre à une poignée de femmes privilégiées d'améliorer leurs conditions en accédant à des postes privilégiés et en ayant finalement les mêmes droits d'être violentes, détruire les sources, d'exploiter les humains que les hommes qui occupent ces postes actuellement. Donc en fait, euh, faire ça, c'est passer du côté des hommes. Selon ce modèle, finalement, être une femme libre, ce serait devenir un homme libre. Et finalement, on participe au capitalisme écocide, hein, et le but, c'est d'arriver au sommet de la pyramide sociale, de rattraper ceux qui sont en haut, mais sans rien changer à cette structure sociale. Et en fait, ce système pyramidal, hein, il existe depuis la nuit des temps. On a des représentations en Égypte, durant toute notre histoire, voilà. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut finalement, cette pyramide, d'être au sommet de la pyramide, voilà. Et la morale, ce serait un peu qui voudrait la moitié d'une tarte cancérogène et pourrie, parce que finalement, accéder au sommet de la pyramide, c'est entretenir un système écocide. Euh, et puis sans compter qu'en plus, dans un monde aux ressources limitées, on ne peut pas emmener tout le monde au sommet de la pyramide. Voilà.
Puis si on fait le parallèle un petit peu avec la profession vétérinaire, bah, on voit un petit peu, on perçoit un peu le changement de modèle quand on voit un peu la représentation qu'on avait du vétérinaire dans les années 70, 80, 90, qui bossait 80 heures par semaine, toutes les nuits, tous les week-ends, qui gagnait beaucoup d'argent, bah, était un peu au sommet de la pyramide. Mais au final, bah, quand on est au sommet de la pyramide, on n'est pas forcément autonome en fait, parce que on délègue tout ce qui n'a pas trait à notre activité capitaliste entre guillemets. C'est-à-dire on va avoir une femme qui élève des enfants ou une nounou, on va avoir une femme de ménage, voilà, donc on n'est pas autonome. Euh, et puis, bah, pour continuer un peu le parallèle avec nos structures vétérinaires, bah, finalement, on est tout le temps dans une logique de croissance. Bah, on veut augmenter notre chiffre d'affaires, notre rentabilité, on veut augmenter notre rémunération. Euh, voilà. Et puis, bah, on peut se poser la question aussi de qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de notre profession actuellement avec l'apparition des corporates, qui sont quand même des gros réseaux capitalistes étrangers. Parce que finalement, bon, jusqu'à présent, on avait peut-être une profession, on était au sommet de la pyramide. On était, je dirais, même si on était le patron de la clinique, on était dans un petit capitalisme. Là, j'ai l'impression qu'on change un peu d'échelle. Enfin, ça mérite réflexion de se dire qu'est-ce qui se passe pour la profession avec l'apparition des corporates. Voilà, donc première question, on fait quoi? Est-ce qu'on va exploser le plafond de verre? On peut se dire, bah, on n'a qu'à inverser aussi les jugements de valeur. Alors, on est un peu toujours dans une logique dualiste, hein, c'est-à-dire le sommet de la pyramide avec le masculin qui est connoté positif, symbole de réussite, et puis bah, ce qui est un peu les constructions sociales, les stéréotypes féminins qui sont dévalorisés. Là, on peut se dire, on fait l'inverse. On assume d'être des femmes, on ne veut pas passer de l'autre côté. On revalorise tout ce qui est lien, tout ce qui est attaché au féminin, valoriser un peu la sensibilité, le soin, l'attention aux personnes vulnérables. On reste un peu quand même dans une structure dualiste, mais finalement, on inverse le jugement de valeur. Euh, Niveau vétérinaire, je dirais, ça interroge un peu aussi sur, en tant que vétérinaire et femme, euh, en quoi notre sensibilité, nos émotions, alors je ne dis pas que c'est des traits typiquement féminins, hein, je dis que c'est plutôt le résultat d'une construction sociale, d'une éducation, de la société qui a tendance à éduquer un peu à ce que les femmes soient comme ça, et donc de comment ça impacte notre façon de travailler dans le care, dans le bien-être, puis aussi dans notre rapport à l'argent, notre difficulté à valoriser nos actes, par exemple, à se faire payer par nos clients, à se faire payer plus cher. Voilà. Donc ça, c'était un peu la deuxième voie. C'est toujours un schéma un peu dualiste homme-femme, mais on inverse le jugement de valeur. Euh, ou alors, bah, on peut se dire, eh ben, on change de modèle. Et c'est là qu'il y a l'écoféminisme, en fait. Il est à la recherche vraiment d'une troisième voie, d'une voie alternative, vraiment sortir de ce dualisme, c'est-à-dire ni revaloriser tout ce qui peut être construit comme féminin et qui peut parfois être perçu comme aliénant, ni passer du côté des hommes où finalement c'est tout aussi aliénant, mais plutôt construire des identités souples, nomades. En fait, c'est vraiment réinventer notre façon de regarder le monde, de vivre, d'avoir aussi une nouvelle répartition finalement des rôles sociaux. Hein. C'est plutôt, bah, on détruit le patriarcat mais pas la planète. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les slogans, voilà, changeons de système, euh, voilà un petit peu. Donc, on réinvente notre façon de regarder le monde. On ouvre une nouvelle répartition des rôles sociaux. Et en fait, quand on fait ça, ben, on se rend compte qu'on déroule une pelote. Parce que si on tire sur ce fil de l'écoféminisme, c'est comme une immense pelote de laine ou une toile d'araignée sur laquelle on est. Et en fait, à chaque fois, il y a des idées qui se croisent. On va être sur un autre chemin et qui a tendance à. Ça nous ramène toujours au patriarcat, aux inégalités, à la nature. Et donc, poser un nouveau modèle social, en fait, c'est tout repenser de A à Z. Je dirais que par exemple, si on voit que les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail, elles reposent quand même sur une chose importante qui est à l'origine de la discrimination, c'est que bah, le congé paternité, il est quand même vraiment très faible et que du coup, bah, faire un congé paternité plus long égal à celui des femmes, euh, eh ben ça va quand même diminuer les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Ça va aussi
laisser la possibilité aux femmes d'évoluer professionnellement à la même vitesse, parce que quand vous êtes en congé maternité, en congé parental, je dirais la nature elle a un peu horreur du vide, et même inconsciemment, les hommes, ça va profiter aux hommes parce qu'ils vont pouvoir faire avancer leur carrière parce qu'il y aura une place un peu laissée vacante. Donc là, il y a l'exemple du congé maternité. Et si on prend un peu dans l'ordre chronologique de l'enfant, je dirais, on va repenser aussi l'éducation, parce que le système éducatif, aujourd'hui, il favorise les apprentissages intellectuels, la rationalité, par rapport à des échanges coopératifs ou l'expression des émotions. On peut dire aussi, aujourd'hui on parle d'école maternelle, mais pourquoi on appelle ça une école maternelle? Ça veut dire que les enfants, c'est rattaché forcément à la mère. Vous voyez, donc en fait, on peut tout remettre à plat. On peut s'interroger aussi, par exemple, aussi sur les notions de quotas qu'on a pour les femmes, et pourquoi pas faire des quotas d'hommes dans des secteurs qui sont largement féminisés et puis sous-rémunérés et mal estimés, comme dans tous les métiers du care, les métiers de la petite enfance, etc. Alors, hop là, pardon, j'ai fait une mauvaise manip. Ça, en fait, c'est des choses qui existent dans certains pays. Par exemple, en Norvège, il y a des quotas pour les hommes. Voilà un petit peu, finalement, quand on déroule ce fil de l'écoféminisme, on part dans plein de choses. On peut partir aussi, il y a ce parallèle qui peut se faire avec les violences éducatives ordinaires, l'éducation bienveillante et positive. Que tout à l'heure, on voyait les parents dans l'homme qui domine les femmes, l'humain la nature, le maître les esclaves, les parents qui dominent les enfants. Finalement, remettre à place et remettre ça aussi en se disant qu'on veut un autre type de fonctionnement pour l'éducation de nos enfants. Ça fait une troisième lutte parallèle finalement dans le changement. Voilà un petit peu sur ce qu'on peut dire sur l'écoféminisme et ce que ça propose. Alors là, je voulais vous proposer quelques ressources parce que finalement, c'est difficile de pouvoir parler en si peu de temps de tant de choses qu'il y a à dire. Et par exemple, dans les choses à lire, alors il y a des romans qui m'ont vraiment transporté dans la forêt, c'est assez connu, de Jean England. Et ça parle un peu de survivalisme. La civilisation s'effondre, il y a des parents qui disparaissent et il y a deux adolescentes qui se retrouvent seules mais décidées à survivre. Alors c'est poétique, c'est original. Ça parle de la force des femmes, de la nature qui nous porte. Les critiques l'ont qualifié de fable écologique à juste titre. C'est un beau roman. Je crois qu'elle a été adaptée en film et que j'ai pas vu. On a aussi, un peu dans la même veine, Sauvagine en cabanet de Gabriel Philoshiba qui se passe au Canada. Et vraiment, j'ai trouvé ça génial aussi. Dans les autres lectures possibles, il y a le mensuel Cosette, dont le dernier numéro, justement, parle de l'écoféminisme qui va sauver le monde. On a le trimestriel La Déferlante, la revue des révolutions féministes, avec des dossiers assez approfondis sur des thèmes. Et puis dans les essais, alors on a Être écoféministe de Jeanne Burger-Goutal. Alors elle m'a beaucoup inspirée pour cette présentation que je vous ai faite. Alors j'ai pas lu son livre, mais je l'ai écouté en podcast. Et voilà, en la lisant, en l'écoutant, vous retrouverez certainement pas mal de choses dont je vous ai parlé. Et puis il y a aussi Le coup de la virilité de Lucille Peltavin. Alors j'ai pas eu le temps de vous en parler beaucoup, mais en fait le féminisme, c'est pas seulement défendre les femmes, c'est aussi appréhender tout ce que finalement le patriarcat a de mauvais pour les hommes. Il y a des injonctions à la virilité, des injonctions dès que les enfants, les petits garçons sont petits, faut pas pleurer, les garçons ça pleure pas. Enfin, il y a des injections à rentrer dans un moule qui peut être aussi finalement hyper nocif pour les hommes. Le suicide chez les jeunes, alors je sais plus la tranche d'âge, je crois que c'est 15-24 ans, c'est une des premières causes de mortalité chez l'homme. Et l'homme avec un petit H. Et donc, c'est le patriarcat qui impose des modèles, des stéréotypes. C'est dur aussi pour les hommes. Voilà. Et en repensant, en remettant tout ça à plat, c'est aussi bénéfique pour les hommes. Donc voilà un petit peu pour les ressources à lire. Il y a des choses à écouter. Et alors là, bienvenue dans l'univers infini des podcasts qui vous permettent d'apprendre en même temps que vous faites la cuisine ou leur passage. Et donc, il y a l'art à table, les couilles sur la table de Victor Tuaillon qui vous parle des masculinités, justement. Et en 95 épisodes qui vont décortiquer les masculinités
Alors, à chaque fois avec un invité qui est un spécialiste dans son domaine, hein. Il ne s'agit pas d'avoir une personne plus ou moins connue qui donne son avis sur un sujet, mais vraiment d'écouter un ou une spécialiste, un juriste, un universitaire, un journaliste, un auteur, une autrice, des philosophes. Alors, donc, il y a l'épisode Le patriarcat contre la planète, qui m'a beaucoup inspiré. Il y a des épisodes aussi sur Nourrir son homme, 2 épisodes qui nous interrogent sur la convergence des luttes pour les droits des animaux et les luttes féministes. Et donc, en tant que vétérinaire, je pense que c'est super intéressant à écouter. Et puis aussi sur ce qu'est manger comme un homme, en plein dans le thème des polémiques qu'on a pu avoir dernièrement dans les médias. On a aussi Mansplaining de Thomas Messias, qui va se définir au début de chaque épisode comme un homme blanc hétéro cisgenre. 98 épisodes assez courts, c'est plein de références cinématographiques pour questionner la masculinité. Et ça parle de tous les sujets, hein, politique, sexualité, enfants, nourriture, syndrome de la posture, chasse, foot, charge mentale, enfin, vraiment c'est bien. Il y en a un que j'ai découvert assez récemment, c'est La matrescence de Clémentine Sarlat, qui interviewe des professionnels ou des témoignages de parents. Pour l'instant, j'en ai écouté un justement sur le congé paternité en Norvège, donc qui m'a inspiré les quelques réflexions que je vous ai faites. Et donc, j'ai trouvé intéressant aussi, hein, pour le congé parental, le congé paternité. On a aussi, je vous recommande Chaleur humaine par la rédaction du Monde avec Nabil Wakim. C'est les podcasts sur l'adaptation au changement climatique. Alors, c'est des réflexions qui sont basées sur l'actualité, mais c'est vraiment creusé. Ça sort des sentiers battus et des petites phrases toutes faites qu'on peut avoir dans les médias. Il y a un épisode, là, dernièrement, que j'ai écouté, faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète? Donc, la première réponse qu'on aurait tendance à dire, c'est bah oui, il faut faire moins d'enfants si on veut sauver la planète. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut lire ou entendre partout. Et en tout cas, ça creuse bien la question. Et ça va me permettre de prendre de la perspective là-dessus. Et puis pour finir, je vous dirais Rends l'argent aussi de Titu Lecoq. Ça parle de l'argent dans le couple, dans la société. Comment les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes lors de séparation, de succession, comment les impôts défavorisent les femmes avec le prélèvement à la source notamment. Donc vraiment c'est intéressant de l'écouter, notamment quand on parle d'écoféminisme, de capitalisme. Voilà un petit peu pour les écoutes. Euh, à voir, et ben, alors j'ai pas trouvé énormément de films vraiment réellement écoféministes, hein. Si vous avez des suggestions, je les prendrai. Si on peut parler forcément des films d'animation de Miyazaki, hein, je ne vais pas vous présenter Princesse Mononoke ou Nausicaa. Sur les réseaux sociaux, il y a des comptes, il y a pléthore de comptes à suivre, hein. Là, je vous ai sorti par exemple Nos alliés les hommes, hein, justement si on veut se dire comment être un allié à la cause féministe et écoféministe. Et puis, il faut forcément que je vous parle de Emma Clit sur Facebook, Instagram, et puis aussi on en revient aux livres, hein, tous les livres qu'elle a sortis. En fait, elle a été révélée il y a quelques années parce qu'elle a mis en mots et en images le concept de charge mentale. Euh, et je pense qu'il y a plein de femmes, quand on a lu ça, on se dit, mais elle décrit ma vie. Et ça a été vraiment, elle a mis sur le devant cette notion de charge mentale et c'était super intéressant. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur l'écoféminisme? Déjà, c'est que les hommes ne sont pas l'ennemi, hein. Le problème, c'est le patriarcat. C'est ce système qui va structurer les rapports de genre entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement le patriarcat capitaliste qui détruit la planète. Et donc, l'écoféminisme, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre de nouveaux horizons. Des horizons collectifs plutôt horizontaux et moins pyramidaux, moins verticaux. Euh, et puis l'écoféminisme, c'est le pari de la vie. C'est-à-dire, c'est pas un catastrophisme, c'est tout le contraire en fait. C'est ne pas céder au cynisme en disant que tout est fichu. C'est en essayant de faire table rase et de se dire, on va créer un modèle nouveau. On fait le pari de la vie, celui de l'espoir que quelque chose est possible en fait. Et puis, je terminerai sur l'écoféminisme, c'est ce qu'on appelle le reclaim. C'est-à-dire, c'est tourner le dos aux valeurs androcentrées. C'est récupérer un pouvoir d'agir, de se réapproprier le lien avec la nature, réhabiliter la nature, réinventer des liens au vivant et sortir finalement d'un dualisme masculin, féminin qui nous oppose. Voilà. Et puis, je trouvais
en dernière illustration, un slogan qui avait été dans beaucoup de manifestations pour le climat et manifestations écoféminisme, d'écoféminisme qui est assez représentatif des choses qu'on peut lire. Voilà. Et ben, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'écoute vos questions.